Bonjour, bien dans cette deuxième partie de droit des biens au niveau de fondement historique du droit privé. Donc la première partie parlait de la possession, la propriété et donc la théorie des impenses. Et cette partie-ci sera donc considérée à l'acquisition de la propriété. Et donc l'acquisition de la propriété, pour l'avoir, cela requiert un mode. Donc c'est un processus par lequel je vais devenir propriétaire. Il y en a deux sortes, il y a les dérivés et les originaires. Les dérivés, ce sont donc des modes par lesquels la propriété passe d'une personne à une autre. Une personne était donc déjà propriétaire avant moi. La propriété va dériver vers moi en quelque sorte. Dans les originaires, sont ceux par lesquels on acquiert initialement la propriétaire, sans l'avenir d'un propriétaire précédent. Donc je vais devenir le propriétaire d'origine. Au niveau des dérivés, il y a les volontaires et les nécessaires, que l'on verra un peu plus tard. Et les originaires, il y a donc l'occupation, la spécification, l'accession, déjà vue très rapidement dans la vidéo précédente, et l'acquisition des fruits. Donc, tout d'abord, il y a les modes dérivés qui sont volontaires. Donc, c'est un mode dans lequel la propriété passe d'une personne à une autre, à condition que le premier propriétaire soit d'accord. Il est donc volontaire de me donner la propriété. Il y en a trois sortes. Il y a l'emancipation, l'inuris cessio et la traditio. L'emancipation, c'est donc une procédure devant 5 témoins qui était d'origine, qui était née à l'époque classique. Elle permettait donc d'avoir la propriété civile sur les restes mancipi. Elle demandait le respect de plusieurs rites et en plus de ça, donc, elle avait deux effets. Donc le transfert de la propriété était effectif envers l'aliénateur et en plus de ça, il y avait une obligation de garantie contre l'éviction. Seulement à partir de l'Empire, elle est tombée en désuétude et c'est pareil pour l'inuris cessio parce qu'en fait toutes les deux, elles demandaient beaucoup de respect au niveau des rites. Enfin, il fallait 5 témoins d'un côté, enfin dans les deux. Là, pour effectuer une tradition, donc cela requiert, en plus de la remise d'une chose, un élément intentionnel qui est donc la justa causa. Et donc la tradition, elle va rester présente jusqu'en 1804, et même encore maintenant, on va la revoir un peu. Donc la tradition, comme dit, donc il y a la remise d'une chose, c'est donc un acte matériel, mais aussi il y a un élément qui est intentionnel, donc la justa causa. C'est-à-dire que c'est la volonté concordante qui porte sur le même objet. C'est le fait d'aliéner dans le chef de l'aliénateur et d'acquérir dans le chef de l'acquéreur. S'il n'y a pas de volonté concordante, la livraison ne va pas transférer de propriété. Pour que l'acte de transfert de propriété soit donc effectif, il faut une cession de possession, une intention d'aliéner et donc d'acquérir, et un acte juridique licite. Si l'un des trois est manquant, la propriété n'est donc pas acquise. Il y a donc 4 sortes de traditio, celle de longue main, la symbolique et la brève main. Ces trois-là, il suffit de se baser sur la définition, mais c'est le constitu possessoire qui nous intéresse le plus. Donc, je l'ai eu à définir à l'examen de janvier de cette année. Et donc, c'est au lieu de déplacer 2 fois la chose, il est évidemment plus simple de la laisser où elle est et de faire une déclaration dans laquelle les parties déclarent que la livraison a eu lieu, même s'il s'agit d'une fiction. Donc le constitu possessoire, c'est un simple artifice permettant de réaliser le transfert de la possession sans déplacement matériel. Donc si mon voisin me prête une tondeuse, imaginons, et que j'ai envie de lui acheter, au lieu de la lui rendre pour qu'il me la vende et donc que je reprenne la tondeuse, je vais simplement la garder chez moi et on va dire qu'elle a été livrée en quelque sorte. Et donc ainsi j'acquérais la propriété. Et donc la vente romaine, elle n'était pas translative de propriété, c'était vraiment la livraison, la traditio qui permettait d'avoir la propriété sur la chose. Et donc c'est l'article 1583 de notre Code civil. Seulement, il ne faut pas oublier qu'à 1583, il y a une exception lors de la double vente d'un même meuble. Et donc pour bien situer 1583, la vente est translative de propriété, c'est-à-dire que le premier acheteur, donc s'il y a 2 acheteurs pour ce même meuble, le premier acheteur sera considéré comme propriétaire parce qu'il a donné son consentement. Seulement, le consentement étant difficile à prouver, il peut y avoir des risques de fraude. En plus de ça, 1583, il ne faut pas oublier que c'est une règle supplétive. Donc on peut y déroger par convention. Quant à 1141, les Français vont ramener donc la tradition romaine avec cet article, qui est donc l'exception à 1583. Et dans ce cas-ci, c'est la livraison qui va permettre d'acquérir la propriété. Et donc, c'est le deuxième acheteur qui aura l'objet en main propre, qui sera considéré comme le propriétaire. Et donc, la tradition, pour
Donc à l'examen, en fait, ça c'est une question que j'ai eue les 2 fois en janvier. C'est donc la question de la vente d'un même meuble successivement à 2 personnes. Et donc il fallait expliquer 1583 et donc son exception 1141. Donc pour cela, il est important donc de bien différencier la période avec donc le droit belge. Et donc tout d'abord, en droit belge, on va donc faire application de l'article 1583 du Code civil. Et donc cet article, il nous dit que la vente est parfaite, en ce sens donc qu'elle va produire tous ses effets, qu'elle sera complète, dès que le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur le prix et sur la chose. C'est vraiment hyper important de bien préciser qu'il faut un accord pour que la vente soit bien considérée comme parfaite. Donc la vente suffit pour qu'il y ait un transfert de propriété. Donc ne pas oublier ça aussi. Et donc dans ce cas-ci, comme dit dans l'autre slide, c'est donc le premier amateur qui sera propriétaire de l'objet. Par contre, il ne faut pas oublier aussi de préciser que si jamais il y a eu donc une autre vente, il sera en droit de s'opposer à la seconde vente, qui sera donc considérée comme nulle. Et donc en 1804, les rédacteurs du Code civil, ils ont été sensibles à la vente d'un même meuble, successivement à 2 personnes. Mais le problème, c'est qu'en fait, il va y avoir un énorme problème de preuve, parce que dans le temps, chaque acheteur peut prétendre être le premier acheteur. Et donc, pour éviter cela, ils vont créer une dérogation à 1583. Ils vont l'introduire et donc ils vont appeler ça donc l'article 1141, qui donc va exposer que lors de la vente d'un même bien meuble à 2 acheteurs différents, celui des 2 qui l'emporte est le premier qui a donc reçu la chose. Et donc, en appliquant cet article, le premier à avoir reçu l'objet, donc la seconde personne, sera considéré comme propriétaire. C'est donc une exception à 1583 parce qu'il est plus facile donc de prouver une livraison qu'un consentement. Et donc, il faut aussi ajouter qu'avec, et ça c'est vraiment la partie la plus importante parce que René l'a dit très souvent, et donc il faut bien l'ajouter, que par cet article 1141 du Code civil, les Français ont donc réintroduit la solution romaine. Ils ont donc fait sortir la tradition romaine par la porte avec l'article 1583, mais ils l'ont fait rentrer par la fenêtre avec l'article 1141. Et donc, en droit romain, il est très important de préciser que la vente en elle-même n'était donc pas translative de propriété. Il fallait donc ajouter un mode qui était la traditio, la livraison. Ensuite, il y a donc les modes dérivés nécessaires, donc, qui reviennent très souvent au niveau des examens, donc dans les casus, et donc ce sont les prescriptions. Ce sont donc des procédés dans lesquels la propriété passe d'une personne à une autre, même si l'autre n'est pas d'accord. Ensuite, il y a donc les prescriptions. Donc, c'est un mécanisme par lequel l'écoulement du temps va produire un certain effet. Il y a la prescription qui est donc acquisitive. L'écoulement du temps aura pour effet de faire acquérir un droit. Et l'extinctive va permettre donc de faire disparaître une action en justice ou un droit. Donc, les prescriptions, en général, elles sont utilisées pour régler des conflits entre un propriétaire et un possesseur, savoir donc qui est propriétaire de la chose, grâce plutôt à l'écoulement du temps. Elle a plusieurs raisons. Je n'ai jamais eu à les mettre à l'examen, donc je les ai précisées très rapidement. Et enfin, les effets juridiques, donc on n'est pas obligé de les invoquer, on peut les laisser tomber. Et donc, si on oublie une prescription, on exécute un devoir moral. Donc j'ai mis dans ce tableau, en fait, ça résume très rapidement le plus important, ce qu'il faut savoir pour pouvoir répondre à un casus. Donc bien entendu, il y a des choses à définir, donc l'usucapion, la bonne foi, le juste titre et le fait de ne pas avoir de vol. Pouvoir bien préciser aussi ce qu'est une perte et donc parler de l'article 2279 au niveau du Code civil. Donc vraiment, ce tableau représente tout ce qu'il y a à dire, à noter dans un casus parlant de la prescription. Tout est là. Il n'y a pas de choses en moins, il n'y a pas de choses en plus, c'est vraiment tout ça. Il faut aussi définir donc paisible et public. Et voilà, il ne faut pas oublier aussi de bien tout définir. C'est super important avec René, c'est vraiment ce qu'il demande. Dès qu'on a une définition dans le cours, il faut d'office la remettre à l'examen. Et donc les 4 périodes seront le droit classique romain, le droit de Justinien, le droit coutumier et le Code civil. Donc ensuite, il y a l'occupation, qui est donc dans les modes originaires. Donc c'est l'appréhension d'une chose sans maître avec l'intention d'en devenir propriétaire. Donc il y a l'occupation sur 2 choses, les res nullius, donc des choses abandonnées, mais aussi sur des trésors. Donc la res nullius, c'est une chose qui ici et maintenant n'appartient à personne, soit parce qu'elle a été abandonnée, donc c'est par exemple le cas d'un journal, ou alors des animaux sauvages.
Et donc, quand on abandonne quelque chose, on renonce donc à la propriété qu'on a dessus. Et donc, les res nec mancipi, on est directement propriétaire. Par contre, les res mancipi, il faut soit les usucaper, donc c'est la prescription qui va nous permettre d'acquérir la propriété, ou alors on va utiliser l'occupation afin d'en être propriétaire bonitaire. Donc, au niveau de l'essaim d'abeilles, tant qu'on le poursuit, on en est propriétaire. C'est l'article 14 du Code rural. Personnellement, je n'ai jamais eu de questions sur ça. Il en a juste parlé une fois, mais je ne l'ai même pas vu dans les TP. Donc il faut aussi bien faire attention évidemment aux prescriptions. Et donc ensuite il y a le trésor qui est un meuble qui a été dissimulé ou enfoui depuis longtemps au point que plus personne ne peut justifier en être propriétaire et qui est découvert par hasard. Donc la personne qui va découvrir ce trésor, c'est donc appelé l'inventeur. Tant que l'inventeur est propriétaire, ça va. Le seul problème, c'est quand c'est le propriétaire de l'immeuble qui donc est propriétaire justement du trésor. Comment on va agencer ça? Donc normalement, l'inventeur est propriétaire, mais si on applique la théorie de l'accession, donc le meuble suit la condition juridique de l'immeuble, ce sera donc le propriétaire de l'immeuble qui sera donc propriétaire, ce qui est un peu injuste pour l'inventeur parce qu'il n'aura vraiment rien, à part le fait d'avoir découvert le trésor, mais malgré tout, il n'aura rien. Et donc Swadrien, au IIe siècle, lui, il va décider de faire 50-50, donc une partie pour le propriétaire de l'immeuble et une partie pour l'inventeur. Et cette solution sera donc reprise sous notre code civil avec l'article 716. Donc ici, j'ai bien résumé, comme à chaque fois. Et donc, il y a l'article 14 du Code rural avec les seins d'abeilles. Et pour le trésor, l'article 716 du Code civil. Donc, le trésor, quand on applique la théorie de l'accession, donc le meuble qui suit la condition juridique de l'immeuble, c'est le propriétaire qui sera donc propriétaire du trésor. Et en vertu de l'occupation, ce sera donc l'inventeur. Swadrien, c'est 50-50. Chacun a une moitié de la part du trésor. Et enfin, sur le Code civil, donc on reprend la décision d'Adrien dans l'article 716. Il faut aussi bien faire attention qu'une chose abandonnée, c'est donc l'occupation, et une chose perdue, ce sont les prescriptions, parce que dans les prescriptions, il y a donc les choses avec le vol ou la perte. Donc il faut bien différencier ces deux-là et bien faire attention à ça. Si je perds ma montre, c'est la prescription qui va permettre à la personne qui va trouver ma montre d'être propriétaire. Par contre, si je laisse tomber, non, je ne laisse pas tomber, je pose le journal dans le train, mais je vais abandonner ma propriété dessus. C'est par occupation que la personne qui va le prendre sera donc propriétaire de ce journal. Ensuite, il y a donc la spécification, c'est donc la fabrication d'une species nova. C'est donc une nouvelle chose, c'est la transformation d'une certaine matière en une chose d'une forme ou alors d'une nature nouvelle. Donc la personne qui va faire ça, qui va créer la transformation, est appelée un spécificateur. Et donc s'il est propriétaire de la matière première, il n'y a pas de conflit. Par contre, il y a conflit lorsque le propriétaire de la matière première n'est pas le spécificateur. Donc il y a le propriétaire de la matière première et le spécificateur. Ce n'est pas l'inventeur, c'est le spécificateur. Et donc si le spécificateur n'est pas propriétaire de la matière première et qu'en plus il n'y a pas d'accord entre le propriétaire et le spécificateur, c'est là qu'il y a un conflit. Et donc c'est selon les époques que cela sera réglé. Donc à la fin du Principat plutôt, il y a donc une controverse entre les Sabiniens et les Proculiens. Donc les Sabiniens, eux, ils veulent mettre l'accent sur l'identité de la chose, et donc ce sera le propriétaire qui sera donc propriétaire de la chose nouvelle. Par contre, pour les Proculiens, ils vont mettre l'accent sur la nouveauté, la nouvelle forme de la chose, et donc ce sera le spécificateur qui sera propriétaire. À la fin de l'époque classique, il y a parfaite et imparfaite, qui n'ont totalement rien à voir. Dans le cas où c'est parfait, il n'y a pas de retour en arrière possible, donc ce sera le spécificateur qui sera propriétaire. Et dans le cas où c'est imparfait, un retour en arrière est possible, ce sera donc le propriétaire. Sous le Code civil, le travail est très important et donc on va différencier la valeur du travail de la valeur de la matière première. Donc si la valeur du travail est beaucoup plus importante, ce sera donc le spécificateur qui sera propriétaire. Alors que si la valeur de la matière première est plus importante que celle du travail, ce sera le propriétaire de la matière première qui en sera propriétaire. Pour cette partie-là, il ne faut pas se dire comment est-ce que je vais savoir ce qui est plus cher entre le travail et la matière première. En général, René le dit, c'est par exemple, on a une bague,
on apporte un diamant et elle est transformée en bague. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Et donc, le fait de travailler le diamant, d'en faire une bague, la valeur du travail est beaucoup plus grande par rapport à la matière première. Donc, dans ce cas-ci, le fait d'avoir transformé le diamant, donc c'est une parfaite, on ne pourra pas retourner en arrière. Dans ce cas-ci, ce sera donc le spécificateur qui sera propriétaire parce qu'en plus de ça, la valeur du travail est beaucoup plus importante. Ensuite, il y a l'accession. Je suis tombée dessus à l'examen. Et donc, ça a bien différencié des impenses, comme vu dans la précédente vidéo sur le droit des biens, la première. Il faut vraiment bien différencier ça. Et donc, l'accession, c'est lorsque deux choses sont réunies l'une à l'autre de manière à en former une seule, chacune gardant son individualité. Donc, le principe de l'accession, c'est que la chose accessoire va suivre la condition juridique de la chose principale. Il y a deux sortes d'accession. Tout d'abord, il y a la meuble à un immeuble, enfin qu'on met un meuble à un immeuble. Donc ça n'a rien à voir avec les impenses, il faut bien les différencier. Et donc il y a un problème lorsqu'à nouveau il y a deux propriétaires différents, celui du meuble et celui de l'immeuble, et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'accord entre les deux. Il y a donc deux théories à bien différencier. Il y a le propriétaire de l'immeuble incorporé au bien, le propriétaire de l'immeuble a incorporé un bien meuble d'autrui, c'est donc la poutre incorporée. Et donc pour cela, il faudra, donc peu importe la bonne foi ou la mauvaise foi, il faudra rembourser 2 fois la valeur de la poutre. Donc la première fois pour indemniser la perte de cette poutre et la deuxième fois, c'est en tant que sanction. Dans le cas où ce sont des plantations avec des semences d'autrui, si la personne est de bonne foi, ce sera une seule fois, juste le prix des semences. Par contre, si elle est de mauvaise foi, ce sera 2 fois. Et donc, c'est l'indemnité des semences plus une pénalité, exactement comme pour la poutre. En droit belge, si on est de bonne foi, ce sera à nouveau une seule fois. Par contre, si on est de mauvaise foi, il y a une indemnité plus le dommage et intérêt, voire une sanction pénale si jamais il s'agit d'un vol. Et de l'autre côté, c'est si le propriétaire d'un meuble a érigé une construction, une plantation sur le terrain d'autrui. Et donc là, il faut bien faire attention parce que c'est la qualité qui va jouer. Et donc, dans le cas où c'est un possesseur de bonne foi, il doit rembourser les dépenses faites. Si par contre le propriétaire essaye d'agir en revendication, il ne peut pas être indemnisé et son action sera paralysée d'une exception de dol. Dans le cas où c'est un détenteur de fonds, lui, il ne sera pas indemnisé parce qu'en tant que détenteur, il savait ou alors devait savoir que le terrain n'était pas à lui et donc il devra rendre le bien en pristine état, donc dans son état d'origine. Et ensuite, pour un possesseur de mauvaise foi, bien évidemment, il n'y a pas de mauvais recours, il n'y a aucun recours, parce qu'il était censé savoir, comme le détenteur, que ce n'était pas à lui, et qu'en plus de ça. Et donc, un possesseur de mauvaise foi, lui, n'aura aucun recours. Donc, au niveau de l'accession de meuble à meuble, donc les impenses, c'est bien pour les possesseurs. Et dans le cas où il s'agit donc d'un possesseur de bonne foi, que ce soit l'accession ou les impenses, il sera remboursé s'il s'agit de nécessaire ou d'utile. Par contre, si c'est un possesseur de mauvaise foi, c'est vraiment le juge qui va décider lui-même sur quelle théorie il va s'axer. Si par exemple le possesseur semble correct aux yeux du juge, il va plutôt aller sur la théorie de l'accession afin de le favoriser. Par contre, si pour lui le possesseur n'est pas correct, il va donc chercher à indemniser le propriétaire et pour cela il va appliquer la théorie des impenses. Donc j'ai aussi ajouté l'accessorium sequitur principale, et donc c'est la version latine du principe de l'accession. Donc la chose accessoire suit la condition juridique de la chose principale. Je l'ai eu à l'examen blanc de droit romain cette année, et donc il a fallu en parler. Donc il a simplement suffi d'expliquer de quoi il s'agissait, et donc il s'agit du principe donc de la théorie de l'accession, le définir et donc l'expliquer en français, donc le traduire. Et ensuite il y a l'accession de meuble à meuble, qui est très simple et qui requiert juste simplement 4 conditions pour reconnaître le meuble principal. Le meuble principal est toujours le plus volumineux, il sert de support, il donne son nom au tout et il sert d'ornement. C'est par exemple une bague qui est beaucoup plus volumineuse, qui sert de support, qui donne son nom au tout et qu'en plus de ça donc, est un ornement. Il ne faut pas qu'elles soient toutes les 4 présentes. Si déjà il y en a 3, c'est déjà pas mal. Et donc le propriétaire de la chose principale devra donc indemniser le propriétaire de la chose secondaire. À nouveau, c'est une seule fois s'il est de bonne foi et 2 fois s'il est de mauvaise foi. Enfin, l'acquisition des fruits.
je n'ai pas eu la prescription en janvier cette année. J'ai donc eu l'acquisition des fruits. Donc, à bien faire attention, à bien différencier avec la prescription. Et donc, il y a les fruits et les produits. Donc, les fruits sont des revenus périodiques d'une chose fructifère ou frugifère, ça dépend vraiment de chacun, qui peut être perçu sans altérer la substance de cette chose. Et le produit, c'est un revenu non périodique dont la perception a pour effet de porter atteinte à la chose, voire à la détruire. En gros, le fruit, on peut en récolter autant qu'on veut. Un arbre, quand on récolte ses pommes, on ne porte pas atteinte en quelque sorte à cet arbre. Il va continuer à en produire. Par contre, dans une mine de minerai, tout simplement, c'est donc un produit parce qu'une fois qu'on va enlever le minerai, elle n'en produira plus vu qu'on l'aura détruite. Donc la règle de base, c'est dès qu'un fruit existe juridiquement, il appartient au propriétaire de la chose fructifère. Donc si j'ai un pommier dans mon jardin, dès que les fruits existent, ils m'appartiennent. Et donc la propriété est acquise par le seul fait de la séparation. À partir du moment où les pommes tombent, j'en suis propriétaire. Mais par contre, d'autres personnes peuvent s'approprier les fruits et parfois même les produits, mais ne peuvent pas être propriétaire aux mêmes conditions. Et donc pour cela, il y a différentes qualités. Il y a propriétaire, détenteur et possesseur. Donc j'ai noté dans le tableau ce qu'il fallait bien faire attention parce que, à nouveau, comme pour la prescription, il faut bien préciser les époques et en plus de ça, en fonction des différentes qualités pour le détenteur. Donc au niveau des propriétaires, le seul fait de la séparation, même à son insu, suffit à en être propriétaire. Et donc, c'est propriétaire héritaire, bonitaire ou alors provinciaux, peu importe. Et donc, la simple séparation suffit à me rendre propriétaire des fruits. En tant que détenteur, si mon contrat le permet, si le propriétaire est d'accord, donc je peux être propriétaire des fruits par perception, c'est-à-dire au moment où je vais en prendre possession. L'usufruitier, donc c'est un droit réel, il aura l'usage et la jouissance de la chose. Le locataire, il a un droit réel contre le bailleur, donc il sera propriétaire s'il peut percevoir les fruits avec l'autorisation du bailleur. Et le créancier gagiste, c'est aussi par perception, mais alors il devra imputer la valeur sur les intérêts et le capital qui lui est éventuellement dû. Donc il y a simplement ça à retenir, c'est que les détenteurs, c'est au niveau de la perception, toujours. Propriétaire, séparation, détenteur, perception. Ensuite, il y a le possesseur. C'est un peu plus compliqué, donc c'est bien celui de bonne foi, parce qu'il y a différentes époques, et donc c'est la République, l'Empire justinien, et donc notre Code civil. Donc sous la République, il y a une surprotection des propriétaires. Peu importe ce que le possesseur de bonne foi a fait avec les fruits, le nombre qu'il en a créé, tout ce qu'il a produit, il n'y aura pas droit. Et donc pour cela, il devra rembourser le propriétaire. Cependant, s'il y a une prescription d'1 an qui est acquise, si ça fait 1 an qu'il a ses produits ou ses fruits, il en sera donc propriétaire. Sous l'Empire, on est beaucoup plus sensible à l'équité parce que c'est un peu injuste que le possesseur de bonne foi ne puisse rien avoir. Et donc pour cela, s'il est possesseur, il faut bien qu'il soit de bonne foi. Par séparation, il pourra donc en être propriétaire. Justinien, lui, il va plutôt créer une théorie un peu bizarre. Donc, on peut garder tout ce qu'on a consommé, tout ce qu'on a aliéné. Par contre, il faut rendre les récoltes que l'on n'a pas consommées. Ce que j'ai gardé, ce que j'ai aliéné, je n'ai pas indemnisé le propriétaire pour ça, parce que ça a déjà été consommé, donc je ne peux pas l'évaluer sans doute. Par contre, je dois rendre ce que je n'ai pas consommé, ce qui fait qu'il y a une critique qui va naître sur la théorie de Justinien, qu'on verra un petit peu plus tard. Et concernant le Code civil, on peut donc invoquer une prescription s'il n'y a ni perte ni vol, avec 2279, où la prescription est immédiate. Et bien entendu, dans le Code civil, comme on fait des articles pour à peu près rien, c'est confirmé dans l'article 549. Donc pour l'acquisition des fruits, donc, le propriétaire, c'est par séparation. Le détenteur, quel qu'il soit, c'est par perception. Le possesseur de bonne foi, donc sous la République, il doit rembourser les fruits au propriétaire ou alors il peut les acquérir par prescription. Sous l'Empire, il peut les avoir par simple séparation parce qu'on est donc sensible à l'équité. Sous Justinien, c'est donc le fait simple qu'il doit remettre tout ce qu'il n'a pas consommé. Ce qui a été consommé, il n'a pas à indemniser le propriétaire. Et sous le Code civil, c'est donc 2279, mais uniquement s'il n'y a ni perte ni vol. Et donc la critique de Justinien, c'est que c'est une bonne idée, c'est pour éviter de mettre le possesseur en difficulté, mais seulement ce n'est pas logique, parce qu'en fait, le critère de propriété des fruits, c'est la consommation, et c'est contraire aux lois de l'économie, parce que ça va simplement pénaliser un bon gestionnaire. Celui qui a conservé ses récoltes, il sera puni en fait. On va aller favoriser celui